La solitude des hautes terres du Wyoming était un remède qu'Eli Walker appliquait à des blessures qu'il ne pouvait nommer. Nous étions en 1871 et la guerre était terminée depuis près d'une décennie. Mais ces fantômes l'accompagnaient toujours dans l'air froid et raréfié. Sa cabane, une structure trapue faite de rondins de bois recouverts de boue et de mousse, se trouvait à 2 pas de la rivière Wind, adossée à un bosquet de pins inflexibles. Il l'avait construite lui-même pour en faire une forteresse contre des souvenirs, contre le monde des hommes qu'il avait laissé tomber. C'était un homme grand, amaigri par le travail acharné et une vie austère. Son visage, buriné par le soleil et le vent, était la carte des épreuves passées, avec des rides creusées autour des yeux de la couleur d'un ciel orageux. Ses mains étaient cailleuses et habiles, aussi à l'aise avec une hache qu'elles l'avaient été autrefois avec un fusil. C'était un ancien soldat de l'armée de l'Union, un homme qui avait vu les champs de Gettysburg se transformer en boue rouge. Et maintenant, il travaillait comme ouvrier agricole pour un éleveur dont le ranch se trouvait à une demi-journée de cheval. Il prenait son salaire, ses provisions et le droit d'être laissé tranquille, un marché qui convenait aux deux parties. Il évitait de la ville. Lander était une colonie naissante, bruyante et pleine de préjugés. Les gens qui y vivaient voyaient en lui un homme qui avait combattu pour le Nord, une présence yankee dans un territoire où les sympathies étaient souvent partagées. Ils voyaient un homme qui ne parlait pas de son passé, qui ne buvait pas dans leurs saloons et ne priait pas dans leurs églises, et ils se méfiaient de son silence. De son côté, il y voyait sur leur visage la même certitude aveugle qui avait d'envoyer des garçons, dont son propre frère, dans le broyeur de la guerre. Le ressentiment silencieux des habitants était une douleur sourde, mais le grondement des canons qui résonnait encore dans ces moments les plus calmes était une douleur aiguë et incurable. Alors il restait dans sa cabane, en compagnie de la rivière et des montagnes impitoyables. Ce printemps avait été rude, s'accrochant à l'hiver avec obstination. Une neige tardive en mai avait recouvert les hauts sommets, et maintenant, sous le soleil implacable du début juin, elle fondait. La fonte était rapide et violente. La Wind River, d'habitude un ruban bleu clair et rapide, s'était transformée en une bête brune bouillonnante. Elle rongeait ses berges, entraînant la terre et les débris dans sa gueule. Son rugissement, une présence constante et menaçante, remplissait la petite vallée d'Ely. Le pont en rondin en aval avait probablement été emporté, ce qui signifiait que pour aller chercher des provisions, il faudrait traverser la rivière Agoué à des kilomètres en amont. Une entreprise dangereuse. Il vérifiait les fers de son cheval près du corral. Le râle rythmique de la lime était un réconfort familier. Quand il l'entendit, ce fut un son qui n'appartenait pas à la nature sauvage. Ce n'était pas le cri d'un faucon, ni le hurlement d'un puma. C'était un cri humain, un cri aigu et désespéré, presque immédiatement étouffé par le grondement de la rivière. Eli se figea, la tête penchée, à l'écoute. Pendant un instant, il crut avoir imaginé ce bruit. Un autre fantôme issu d'un passé rempli de cris. Puis le cri retentit à nouveau, plus faible cette fois, mais indubitable. La voix aiguë d'une femme terrifiée. Son corps réagit avant même que son esprit n'ait pleinement consenti. Il laissa tomber le dossier et courut vers la rive, ses longues jambes avalant le sol. Il scruta le torrent, ses yeux balayant la surface rugissante, s'arrêtant sur le chaos des branches cassées et des jeunes arbres déracinés pris dans le courant. Et puis il la vit, un éclair de tissu sombre et de peau pâle, emmêlé dans les branches d'un peuplier tombé qui était battu par la force principale de l'eau. Elle était prise au piège, fragile ancre dans un monde en mouvement violent. Il n'hésita pas. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Seul comptait l'instinct froid et dur d'un homme qui avait sorti des camarades des champs de bataille. Il retira ses lourdes bottes, ôta son ceinturon et plongea dans l'eau glacée. Le choc du froid fut d'un coup physique. Il lui coupa le souffle et lui enfonça 1000 aiguilles dans la peau. Le courant était une chose vivante, un muscle puissant qui lui agrippait les jambes, essayant de l'entraîner sous l'eau. Il lutta, agitant les bras, les yeux rivés sur la femme. Il était un nageur expérimenté. Mais ce n'était pas de la natation. C'était une lutte. Des débris le raclaient. Un gros tronc lui heurtait l'épaule avec une force brutale. Il grogna, cracha une gorgée d'eau sableuse et continua d'avancer. En se rapprochant, il pouvait la voir plus clairement. Sa tête dépassait à peine de la surface.
Son visage était un ovale pâle qui contrastait avec ses cheveux foncés, plaqués vers le bas. Un bras était accroché désespérément à une branche épaisse, tandis que le courant déchirait le reste de son corps, menaçant de l'emporter. Elle semblait également être prise dans quelque chose sous l'eau. Ses yeux étaient fermés, son visage relâché, presque inconscient. Il atteignit le peuplier, haletant, ses muscles hurlant de douleur à cause du froid et de l'effort. « Tenez bon !» cria-t-il d'une voix rauque. Il attrapa une branche solide, s'ancrant contre le poteau de la rivière. Il devait agir vite. L'arbre entier gémissait, menaçant de se briser et d'être emporté par le courant. Il tendit la main vers elle et referma ses doigts sur son bras mince et froid. Elle ne réagit pas. Sa robe, une simple robe en calicot, était déchirée à l'épaule, et une échymose sombre virait déjà au violet sur sa joue. Une sacoche en cuir souple était toujours attachée à son poignet par sa sangle, un attachement étrange et désespéré face à la mort. Il vit que sa jambe était coincée entre deux branches sous la surface de l'eau. Il prit une profonde inspiration, s'immergea dans l'eau glaciale et travailla à l'aveuglette avec ses mains. Il tâtonnait sur le bois glissant, ses poumons brûlaient. Finalement, avec un grand effort, il libéra son membre. Il refit surface, la traînant avec lui. Elle était maintenant inerte, un poids mort. Utilisant ses dernières forces, il l'éloigna de l'obstacle et commença la lutte acharnée pour regagner la rive. Il la traîna et la porta à moitié hors de l'eau et s'effondra sur la berge boueuse, la poitrine haletante. Pendant un long moment, tout ce qu'il put faire fut de rester allongé là, le rugissement de la rivière remplissant ses oreilles. La femme, une présence froide et immobile à côté de lui. Il se tourna sur le côté et appuya ses doigts sur son cou. Il sentit un pouls faible et irrégulier, mais elle toussa. Un son déchirant et douloureux, et un filet d'eau de la rivière coula de sa bouche. Ses paupières s'ouvrirent, révélant des yeux couleur mousse, troubles de confusion et de douleur. Ils se fixèrent sur lui, écarquillés d'une peur primitive. « Doucement, dit-il d'une voix rauque, vous êtes en sécurité. » Elle lutta pour s'asseoir, son corps tremblant violemment. Sa robe était en lambeaux, collée à elle d'une manière qui ne laissait que peu de place à l'imagination. Elle sembla s'en rendre compte en même temps que lui, et ses bras se levèrent pour couvrir sa poitrine. « Où suis-je » murmura-t-elle, les dents claquant. « Sur mes terres, près de la rivière Wind. » Il se leva, ses propres vêtements dégoulinant, un froid s'insinuant profondément dans ses os. « Vous devez vous réchauffer. Ma cabane est toute proche. » Il tendit la main pour l'aider. Elle recula à son contact, se précipitant en arrière dans la boue comme une biche effrayée. « Non, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Ne m'emmenez pas en ville, s'il vous plaît. » Sa supplication était si brute, si remplie d'une terreur qui semblait éclipser même sa quasi-noyade, qu'elle le stoppa net. Il regarda son visage terrifié, puis le sentier lointain qui menait à Lander. Il n'avait aucune envie d'aller en ville, mais elle ne le savait pas. « Je ne vous emmène pas en ville, dit-il d'un ton bourru, mais vous allez mourir de froid ici. La cabane est votre seule option. » Elle l'observa longuement, son regard scrutant son visage, pesant un danger contre un autre. Finalement, d'un signe de tête à peine perceptible, elle céda. Elle essaya de se lever seule, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. Sans un mot, Eli la prit dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé. Une fragilité d'oiseau qui contrastait avec son propre corps solide. Elle se raidit à son contact, mais ne se débattit pas. Alors qu'il la portait vers la colonne de fumée qui s'élevait de sa cheminée, il pouvait sentir les tremblements qui secouaient en son corps et le poids lourd du sac rempli d'eau qui pendait toujours à son poignet. Il poussa la porte de la cabane avec son épaule et la porta à l'intérieur. La petite pièce pâle était spartiate et ordonnée. Une cheminée en pierre dominait un mur. Un feu crépitait doucement à l'intérieur. Un lit étroit était adossé au mur du fond. Une table grossièrement sciée et 2 chaises se trouvaient au centre et des étagères contenaient des boîtes de conserve, quelques livres et une pile bien rangée de munitions. C'était l'odeur de l'endroit. La fumée de bois, le café et la solitude. C'est ce qui semblait la déstabiliser le plus. Elle était une intrusion, et ils le savaient tous les deux. Il l'assit doucement sur la chaise la plus proche de l'âtre. « Enlevez ses vêtements mouillés, » lui ordonna-t-il, lui tournant déjà le dos pour ajouter du bois dans le feu. Ce n'était pas une suggestion,
C'était un ordre dicté par le bon sens. Il ne la regardait pas, lui accordant le peu d'intimité que permettait cette petite pièce. Il s'affairait devant la cuisinière, mettant une cafetière à chauffer, accomplissant ses gestes familiers pour calmer ses nerfs à vif. Le silence était pesant, seulement rompu par le crépitement des flammes et le claquement de ses dents. « Je ne vous dérangerai pas », dit-elle finalement, la voix encore tremblante. « Dès que mes vêtements seront secs, je partirai », répondit-il en grognant, sans se retourner. Son attitude défensive était comme un bouclier, acéré et hérissé. Cela heurtait sa solitude soigneusement préservée, et il ressentit un élan d'irritation. Il n'avait pas demandé cela. Il n'avait pas demandé qu'une femme à moitié noyée, les yeux remplis de peur, vienne perturber le rythme tranquille de sa vie. Pourtant, alors qu'il écoutait le doux bruissement du tissu humide qui se détachait de sa peau, un sentiment différent s'éveilla en lui, quelque chose qui s'apparentait à de la curiosité. Qui était-elle telle et que fuyait-elle de pire qu'une rivière en crue? Il versa 2 tasses de café, y ajouta une bonne dose de whisky provenant de la bouteille qu'il gardait pour les jours de froid, et en posa une sur le sol à côté de sa chaise avant de se retirer à l'autre bout de la pièce. Il se permit enfin de la regarder. Elle était recroquevillée dans sa couverture de rechange, sa robe mouillée et ses sous-vêtements drapés sur l'autre chaise, fumant dans la chaleur du feu. Ses cheveux noirs étaient emmêlés et la contusion sur sa joue ressortait nettement sur sa peau pâle. Elle tenait la tasse de café à 2 mains, essayant d'absorber sa chaleur, mais son regard était fixé sur les flammes, son expression distante et hantée. « Je m'appelle Eli Walker », dit-il, rompant le silence. Il trouvait étrange de prononcer son propre nom à voix haute dans cette cabane. Elle leva les yeux, ses yeux verts moussus rencontrant les siens pour la première fois, sans crainte immédiate. « Clara Jensen », murmura-t-elle. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, sirotant le café chaud et amer. Le whisky faisait son effet, atténuant le froid dans ses os et les contours acérés de ses pensées. Il l'observait et voyait la façon dont sa main se crispait parfois sur la couverture, la façon dont elle sursautait lorsqu'une bûche crépitait dans le feu. C'était une femme pleine de secrets. « Vous devriez manger quelque chose », dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elle secoua la tête. « Ça va. »« Ça ne va pas, » rétorqua-t-il sèchement. « Vous avez failli être emporté par les flots. » Elle releva légèrement le menton. « Je vous suis reconnaissante de votre aide, Monsieur Walker. Mais je n'ai besoin de rien d'autre. Je serai parti demain matin. »« La rivière ne sera pas descendue demain matin, dit-il, ni après-demain. Vous êtes coincé ici. » La réalité de ses paroles sembla la frapper comme un poids physique. Ses épaules s'affaissèrent et son combat sembla s'évanouir, remplacé par une profonde lassitude. Une seule larme traça un chemin net à travers la saleté sur sa joue. « Mon mari, » commença-t-elle, la voix brisée. « Il est décédé récemment. » Elle prit une inspiration tremblante et fixa le feu comme si les mots y étaient écrits. Il était joueur. Il a laissé des dettes, de grosses dettes. Elle serra la couverture plus fort. Les hommes à qui il devait de l'argent sont venus prendre nos terres, notre ferme. Ils ont dit qu'elle leur appartenait désormais. Eli resta silencieux, la laissant parler. Il connaissait le genre d'homme qui recouvrait les dettes dans cette région du pays. Il ne travaillait pas avec des papiers et des avocats. « J'ai dû partir, » continua-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du feu. « J'ai emporté ce que j'ai pu. » Son regard se posa sur la sacoche mouillée posée sur le sol. « J'ai chevauché toute la nuit. Je ne savais pas que la rivière était si haute. Mon cheval a paniqué au milieu du courant. Il m'a désarçonné. Un nouveau frisson la parcourut. Je pensais qu'elle n'avait pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. C'était donc ça. Une veuve, une débitrice, une fugitive. C'était une histoire assez courante dans l'Ouest, une terre qui promettait un nouveau départ, mais qui offrait souvent une fin plus dure. Il ressentit une vague de pitié, une émotion qu'il avait essayé de cautériser depuis longtemps. La pitié était dangereuse. Elle menait à la connexion, et la connexion menait à la douleur. Alors que le crépuscule s'installait, teintant le ciel de violet et de gris, la petite cabane s'assombrit, le monde se réduisant au cercle de lumière du feu. Eli alluma une lanterne, dont la lueur constante repoussait les ombres. Il prépara un repas simple composé de bacon et de haricots. Et cette fois, lorsqu'il posa une assiette devant elle, elle mangea, ses mouvements lents et mécaniques. Lorsque l'heure de dormir arriva,
Une tension gênante s'installa entre eux. Il n'y avait qu'un seul lit. Tu prends le lit, dit-il d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Je dormirai près du feu, acquiesça-t-elle, les yeux baissés. Merci. Il étendit son sac de couchage sur le sol en planche rugueuse, lui tournant le dos, mais il était extrêmement conscient de chacun de ses mouvements, du léger bruissement lorsqu'elle se levait, de sa respiration calme. Il fixait les braises mourantes du feu, espérant trouver le sommeil. Mais son esprit était en éveil, agité par sa présence. La cabane semblait plus petite, l'air chargé d'une étrange intimité. Il l'entendit bouger derrière lui, le bruit doux de ses pieds nus sur le sol. Il crut qu'elle allait se coucher. Au lieu de cela, sa voix sortit de l'obscurité, un murmure tremblant qui se perdit presque dans le souffle du vent à l'extérieur. Monsieur Walker. Il ne bougea pas, ne se retourna pas. Qu'y a-t-il? Il y eut un long silence. Il pouvait entendre le rythme irrégulier de sa respiration. « Votre chemise, dit-elle, celle de la guerre. Est-elle propre? » Il fronça les sourcils dans l'obscurité. Il gardait sa vieille chemise de l'armée de l'Union pliée dans son coffre. Elle était usée au coude. Le bleu avait pâli pour devenir gris clair, mais il l'avait gardée. Il ne savait pas pourquoi. Un autre silence s'installa, tendu et lourd. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était si faible qu'il dut tendre l'oreille pour l'entendre. Elle avait perdu toutes ses défenses précédentes, ne laissant qu'une vulnérabilité brute et désespérée. « Voulez-vous me regarder ?» La question le frappa comme une balle perdue. Elle était si inattendue, si brutale, qu'il ne put la comprendre pendant un instant. Il resta figé, dos à elle, tous les muscles de son corps tendus. Elle interpréta son silence comme quelque chose qu'il n'était pas. « Tu resteras si je me déshabille ?» murmura-t-elle. Et dans ces mots, il entendit l'écho d'une centaine de transactions qu'il ne pouvait qu'imaginer. Il entendit la honte, la résignation, le terrible marchandage creux d'une femme qui n'avait plus rien à vendre que son corps. Elle lui offrait un paiement pour son sauvetage, pour la nourriture, pour l'abri. Une honte brûlante et inconnue l'envahit. Elle se mêla à une vague de colère contre elle, contre les hommes qui l'avaient poussée à cela, contre un monde qui pouvait briser une personne à ce point. Et sous tout cela, un courant de quelque chose d'autre. Une lueur de désir primitif qu'il réprima immédiatement. Il était un homme, elle était une femme, et ils étaient seuls. Mais il était aussi un homme qui savait ce que c'était que d'être brisé. Il tourna la tête juste assez pour voir sa silhouette dans la lumière du feu. Elle se tenait là, serrant la couverture, une forme fragile dans la vaste obscurité. Il pouvait sentir ses tremblements à travers la pièce. Lentement, délibérément, il se détourna complètement d'elle, ne lui présentant que son dos rigide. Il fixait intensément les braises incandescentes du feu, la mâchoire serrée si fort qu'il en avait mal. « Dormez, Madame Jensen, » dit-il d'une voix grave et rauque. « Personne ne viendra vous déranger ici. » Il ne l'entendit pas bouger pendant longtemps. Quand elle finit par bouger, ce fut le bruit discret des cordes du lit de camp qui craquait sous son poids, suivi d'un sanglot étouffé qu'elle tenta en vain de réprimer dans l'obscurité. Eli Walker était allongé sur le sol dur, écoutant le bruit de ses pleurs et le rugissement incessant de la rivière, sentant la première fissure se propager sur les murs glacés qu'il avait érigés autour de son cœur. La confession crue de la nuit resta suspendue entre eux longtemps après que le feu eut fini de brûler pour ne laisser que des braises maussades. Le sommeil d'Ellie était léger et agité, ponctué par la respiration douce et saccadée de la femme dans le lit de camp. Il était conscient de sa présence d'une manière qui perturbait le calme profond de sa vie. Une pierre jetée dans un étang tranquille. Sa vulnérabilité était une sorte d'accusation, même s'il n'aurait pas pu dire de quoi. À l'aube, lorsqu'une bande violette apparut au-dessus des montagnes, il était déjà debout, la cafetière mijotant sur un feu frais. Clara ne se leva pas avant que le soleil soit complètement levé. Elle se déplaçait avec une grâce raide et douloureuse, boitant légèrement de la jambe droite, celle qui avait été prise dans les branches. Elle ne croisa pas son regard. La honte de la nuit précédente était comme un manteau qu'elle portait. Sa gratitude et son désespoir s'étant transformés en une offre qui avait toutefois été gentiment refusée. « La rivière est encore trop haute », déclara Ellie d'une voix neutre en regardant par la porte ouverte de la cabane. Ce n'était pas une façon d'engager la conversation. C'était un fait aussi immuable que les pics de granit qui les surplombaient.
Le rugissement leur rappelait constamment leur confinement. « Je vois ça, répondit-elle doucement. Elle ramassa sa robe sur la chaise où elle avait séché, raide et froissée. Elle était en piteux état, décolorée par le soleil et maintenant par la rivière, mais elle la serrait contre elle comme une armure. Elle disparut un instant derrière une couverture qu'il avait accrochée pour elle, et lorsqu'elle revint, elle était à nouveau Clara Jensen, une femme entièrement habillée, sinon entièrement composée. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme étrange et tacite. La rivière en crue rendait tout déplacement impossible, les piégeant dans un monde pas plus grand que la petite parcelle de terre déliée. Clara, en fin de compte, n'était pas une femme qui pouvait supporter l'oisiveté. Le deuxième matin, il la trouva dans un petit potager, arrachant minutieusement les nouvelles et mauvaises herbes qui avaient poussé après la fonte des neiges. Elle bougeait lentement, sa boiterie était plus prononcée lorsqu'elle s'agenouillait, mais ses mains étaient fermes. « Vous n'avez pas à faire cela, » dit-il en se tenant debout au-dessus d'elle, son ombre tombant sur la terre humide. Elle leva les yeux, se protégeant les yeux du soleil. « C'est mieux que de rester assise. » Son regard se posa à nouveau sur le sol. « Je gagne ma vie. » Eli ne discuta pas. Il comprenait le besoin de se sentir utile, la dignité et le travail. Il la laissa faire et s'occupa de ses propres tâches, coupant du bois, réparant d'une partie de la clôture endommagée par la fonte des neiges, vérifiant les quelques têtes de bétail qu'il gardait dans les hauts pâturages. Pourtant, sa conscience de sa présence était une vibration constante sous la surface de ses pensées. Il se surprenait à l'observer de loin. Il la regardait boiter jusqu'au ruisseau pour aller chercher de l'eau, ses bras maigres peinant sous le poids des seaux. Il la regardait pétrir la pâte sur sa table de sciage rugueuse, un peu de farine saupoudrée sur sa joue meurtrie, le visage intense, concentré, solitaire. C'était une femme d'une résilience tranquille, mais les blessures étaient là, visibles pour quiconque voulait bien les voir. Un après-midi, alors qu'elle tendait le bras pour accrocher une chemise réparée sur une corde près de la cabane, sa robe glissa sur sa peau. Il vit de fines lignes argentées, comme de légers éclairs sur sa chair. Des cicatrices anciennes mais bien présentes. Il détourna rapidement le regard, un muscle se contractant dans sa mâchoire, une colère froide s'enroulant dans ses entrailles. Ce n'étaient pas les cicatrices d'un accident. Elle, à son tour, semblait l'étudier du regard. Elle évitait son regard, mais il sentait son regard posé sur lui quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Elle apprenait les contours de son silence, sa façon de se tenir, la fatigue profonde qui s'accrochait à lui comme de la poussière. Ils étaient deux animaux solitaires, tournant l'un autour de l'autre dans une cage forgée par les eaux du déluge, fatigués et blessés. Le troisième jour, il entra dans la cabane plus silencieusement que d'habitude et la trouva assise à la table, le dos tourné vers la porte. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Elle tenait dans ses mains un petit médaillon en argent dont la surface était ternie. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, invisible. Il ne pouvait pas distinguer ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il vit la façon dont elle en suivait le bord avec son pouce, un geste d'une tendresse infinie et d'un chagrin sans fond. Il aurait dû reculer, la laisser à son chagrin, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Il fit un bruit, un frottement délibéré de sa botte, et elle sursauta, refermant brusquement le médaillon. Elle s'essuya furieusement les yeux avec le dos de la main et se retourna, le visage figé dans un masque de calme forcé. Monsieur Walker, il ne fit aucun cas de ses larmes. Il se dirigea vers le poêle, le mouvement raide. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, lui tournant le dos. « Non, ce n'est rien, » répondit-elle d'une voix tendue. « Juste un souvenir idiot. » Elle glissa le médaillon dans le corsage de sa robe, le cachant ainsi. Il l'entendit prendre une inspiration tremblante. Il avait les yeux de son père. Elle murmura si faiblement qu'il faillit ne pas l'entendre. Puis elle ajouta « Plus jamais ». Elle n'expliqua pas qui il était, et Eli ne posa pas de questions. Il savait qu'il valait mieux ne pas remuer le couteau dans la plaie. Mais l'image d'elle en larmes devant la petite photo secrète d'un enfant s'imprima dans son esprit et ne le quitta plus. Le monde extérieur fit irruption le 4e jour sous la forme de Jed, un jeune cow-boy du ranch principal qui patrouillait parfois le périmètre. Eli le vit arriver de loin, seul à cheval dans le vaste paysage. Il sentit un serrement familier dans son estomac, l'instinct de battre en retraite. Clara le vit aussi, et une lueur de panique traversa son visage.
Qui est-ce? Juste un employé du ranch. Eli répondit, il ne vous dérangera pas. Jed s'approcha du corral. C'était un homme longiligne et bavard, au visage brûlé par le soleil. Walker, je suis venu voir si la rivière t'avait emporté jusqu'au Nebraska, lança-t-il en descendant de cheval. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il aperçut Clara, debout, hésitante, à la porte de la cabane. Il ôta son chapeau. Madame Jed, dit Eli d'un ton qui décourageait la conversation. Que voulez-vous? Le regard de Jed passa d'Eli à Clara. Sa curiosité était palpable. Le patron voulait savoir si vous aviez besoin de quelque chose en ville. J'y vais. Le pont a disparu, mais le passage à Flat Rock est praticable si vous faites attention. Il baissa la voix, mais pas assez. La ville est en effervescence. Je vais vous parler d'elle. Il fit un signe de tête discret en direction de Clara. Clara sursauta comme si elle avait été frappée et se fondit dans l'ombre de la cabane, mais la porte resta entr'ouverte. Eli plissa les yeux. Qu'en est-il d'elle? La veuve Jensen, dit Jed d'une voix conspiratrice. Maintenant, les gens racontent toutes sortes de choses. Ils disent que son mari Silas n'est pas mort naturellement. Ils disent qu'il s'est fait tuer dans une bagarre au saloon à cause d'une partie de cartes. Il devait de l'argent à des types coriaces et ils disent qu'il s'est approché d'elle et qu'elle est une femme scandaleuse, que la terre a été saisie et qu'elle s'est enfuie pendant la nuit. Le visage d'Eli était impassible. Les gens devraient s'occuper de leurs affaires. Eh bien, tu sais comment c'est, dit Jed en haussant les épaules. Ils n'ont rien d'autre à faire que de parler. Quoi qu'il en soit, le shérif a mis un avis sur la concession. Elle appartient désormais aux créanciers. Il semble qu'elle n'avait pas de titre de propriété en bonne et due forme de toute façon. Il finit par remarquer le regard tonitruant d'Eli et recula d'un pas. Bon, je ferais mieux d'y aller. Vous avez besoin de quelque chose, Walker? Non, répondit Eli d'un ton aussi tranchant qu'un éclat de glace. Jed inclina à nouveau vaguement son chapeau en direction de la cabane. Madame, marmonna-t-il, puis il enfourcha son cheval et s'éloigna, laissant derrière lui un silence épais et empoisonné. Eli resta longtemps debout, fixant le cavalier du regard. Les ragots étaient horribles, mais ils semblaient vrais, le genre d'histoire bien ficelée qui était malheureusement trop courante. Il se retourna et rentra à l'intérieur. Clara se tenait près de l'âtre froid, les bras croisés autour d'elle, le visage pâle et crispé. Elle ne le regardait pas. « Il avait raison », dit-elle d'une voix monotone et sans vie. « Ce que cet homme a dit, tout est vrai. » Eli s'appuya contre le cadre de la porte, croisant les bras. Il n'a rien dit, il a juste attendu. « Silas est mort dans une bagarre », avoua-t-elle en regardant le sol. Il était ivre. Il l'était toujours vers la fin. Et les hommes à qui il devait de l'argent ne sont pas des gens bien. Ils sont venus à la maison le lendemain de son enterrement. Ils m'ont dit que j'avais 3 jours pour partir. Elle le regarda enfin, les yeux brillants de larmes contenues et d'une fierté farouche et fragile. Ce qu'il a dit à propos de la concession, c'est vrai aussi. Nous n'avions aucun droit légal sur celle-ci. Pas moi, en tout cas. Sa voix se réduisit à un murmure. Notre mariage n'était pas officiel. Nous avions été mariés par un prédicateur itinérant sur la route de l'Ouest, juste avant que je découvre que j'étais enceinte. Il n'a jamais rempli les papiers. Il disait toujours qu'il le ferait, mais il ne l'a jamais fait. Donc, aux yeux de la loi, je n'ai jamais été sa femme. J'étais juste la femme avec qui il vivait. Je n'avais aucun droit. La honte dans sa voix était si profonde qu'elle était presque palpable dans la pièce. Il la voyait alors non pas comme une veuve, mais comme quelque chose de bien plus vulnérable, une femme rejetée, sans nom, sans protection, sans droit qu'aucun homme n'était tenu de respecter. La confession semblait planer entre eux. Un pont de ruines partagé, et Eli se retrouva à le traverser. « Les promesses, dit-il d'une voix grave, ce ne sont que des mots faciles à rompre. » Il s'éloigna du cadre de la porte et se dirigea vers la petite fenêtre, regardant les montagnes impitoyables. J'avais 19 ans quand je suis parti à la guerre, laissant un jeune frère à la maison. Samuel, il avait 17 ans, il était plein d'enthousiasme. Il voulait m'accompagner. Je lui ai dit non. Je lui ai dit de rester pour s'occuper de nos parents et de ma fiancée, Eleanor. Je lui ai promis que je reviendrais dans un an. Il fit une pause. Les souvenirs lui serraient de la gorge. La guerre n'a pas duré 1 an. Elle a duré 4 ans. J'ai vu des choses. J'ai fait des choses qu'un homme ne devrait pas avoir à voir ou à faire.
J'ai écrit des lettres à la maison, mais ils ont cessé de répondre au bout d'un certain temps à Monsieur Benham. Quand tout a enfin été terminé, je suis rentré. Samuel ne m'avait pas écouté. Il s'était enrôlé 1 an après moi et était mort de dysenterie dans un camp en Virginie sans jamais avoir vu de véritable combat. Il s'est détourné de la fenêtre, ses yeux orageux rencontrant ceux de Clara. Et Eleanor, elle n'avait pas attendu. Elle avait épousé un marchand de la ville 1 an avant mon retour et avait eu un enfant avec lui. Elle m'a dit qu'elle me croyait mort. Peut-être était-ce vrai, ou peut-être était-elle simplement lasse d'attendre une promesse. Il eut un petit rire amer, dépourvu d'humour. Je suis revenu d'entre les morts pour trouver mon frère dans la terre et mon avenir dans la maison d'un autre homme. Je n'ai plus jamais cru à une autre promesse. Le silence qui suivit était différent. Il n'était ni vide ni gênant. Il était chargé du poids de 2 passés brisés, 2 vies marquées par la perte et la trahison. Pour la première fois, Clara le regardait non pas comme un sauveur ou une menace, mais comme un homme qui comprenait le langage du deuil. Cette nuit-là, un vent glacial balaya les sommets, faisant trembler la cabane. Clara semblait avoir pris froid elle aussi. Elle resta silencieuse pendant leur maigre souper, et elle remarqua une lueur fiévreuse dans ses yeux. Au moment où ils se préparèrent à dormir, elle tremblait de manière incontrôlable. Sa peau était brûlante au toucher. « Tu as de la fièvre, dit-il, la voix empreinte d'inquiétude. « Ce n'est qu'un rhume, insista-t-elle, les dents claquant, tandis qu'elle serrait la couverture autour d'elle sur le lit de camp. Mais ce n'était pas seulement un rhume. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la fièvre montait. Elle devenait agitée. Elle se tournait et se retournait dans le lit étroit. Elle marmonnait des choses qu'il ne comprenait pas. Il passa la nuit à ses côtés, une bassine d'eau fraîche de la rivière et un chiffon à la main. Il lui baigna le front et les poignets, essayant de faire baisser la fièvre. Le feu était son seul compagnon, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. Dans les heures profondes et calmes qui précédèrent l'aube, elle s'immobilisa. Il pensa qu'elle dormait plus paisiblement. Il tendit la main pour toucher son front, sa main calleuse et rugueuse effleurant doucement sa peau. Elle ouvrit les yeux. Ils étaient lucides pendant un instant, clairs et profonds. Elle regarda sa main sur son front, puis leva les yeux vers son visage, qui la dominait à la lueur du feu. Elle ne semblait pas avoir peur. Sa propre main, petite et chaude, se leva et serra la sienne, avec une force surprenante. Un sourire faible et triste effleura ses lèvres. « Tu es le seul, murmura-t-elle d'une voix épaisse et pâteuse à cause de la fièvre. Le seul qui m'ait touché sans rien attendre en retour. » Ces mots, prononcés depuis les profondeurs sans défense de son esprit fiévreux, le frappèrent avec la force d'un coup physique. Il se figea, les mains toujours posées sur son front, ses doigts toujours enroulés autour des siens. Il l'avait sorti de la rivière. Il avait soigné ses blessures. Il lui avait baigné le front. De simples gestes nécessaires, dictés par la décence élémentaire. Mais dans son monde, il comprit avec une clarté écœurante, il constituait une profonde anomalie. Il revit les légères cicatrices argentées sur son dos. Il entendit l'écho de son offre murmurée lors de cette première nuit, une caresse sans contrepartie. Elle retomba dans un sommeil agité, mais ses mots restèrent gravés dans son esprit. Il ne put plus dormir après cela. Il s'assit près du feu, veillant sur elle, le poids de sa confession silencieuse et dévastatrice pesant sur lui, changeant tout. La fièvre tomba à l'aube. Il se réveilla d'un léger sommeil et trouva la cabane baignée de la lumière pâle et pure du matin. Clara dormait encore, sa respiration était régulière, sa peau fraîche au toucher. Le pire était passé. Il ressentit un profond soulagement, une émotion si inhabituelle qu'elle le surprit. Il se leva, les articulations raides, et se dirigea vers la porte. Ayant besoin d'air, le rugissement de la rivière s'était calmé pour devenir un murmure sourd. L'inondation était enfin en train de se résorber. Elle pourrait bientôt partir. Cette pensée, qui aurait dû être un soulagement, lui laissa une étrange douleur creuse dans la poitrine. Il descendit vers la rive. L'eau était encore haute et brune, mais la fureur avait disparu. Il resta là longtemps à regarder le courant, repensant aux événements des derniers jours. Un léger bruit derrière lui le fit se retourner. C'était Clara. Elle se tenait à quelques mètres de lui, pieds nus dans l'herbe humide. Elle portait sa vieille chemise militaire délavée. Elle était beaucoup trop grande pour elle, engloutissant son petit corps,
les manches retroussées jusqu'au coude. Elle lui arrivait à mi-cuisse, ses jambes étaient nues, ses cheveux bruns détachés et lâchés sur ses épaules. Dans la douce lumière du matin, avec la nature sauvage du paysage derrière elle, elle ressemblait à une fée des bois, une créature libérée du monde cruel qui l'avait tant blessée. Elle ne parlait pas. Elle le regardait simplement, ses yeux verts clairs et inquisiteurs. Le bouclier défensif avait disparu. La peur avait disparu. À sa place, il y avait une supplication silencieuse et fragile. Le niveau de la rivière baisse, dit-il, énonçant une évidence. Elle acquiesça. Je sais. Ils restaient en silencieux un instant. L'air frais du matin flottait entre eux. Puis elle fit un petit pas vers lui. « Élie » demanda-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Sa voix était douce, presque emportée par le murmure de la rivière. Puis-je rester un peu plus longtemps? Sa question, douce comme la brume matinale, resta suspendue entre eux sur la rive. Puis-je rester encore un peu? Ce n'était pas une question sur la rivière. Pas vraiment. C'était une question sur lui. Pendant un long moment, Eli ne répondit pas. La partie de lui qui avait cultivé la solitude pendant une décennie lui criait de dire non, de la renvoyer et de retrouver le calme et le vide de sa vie. Mais l'homme qui avait passé une longue nuit à soigner sa fièvre, l'homme qui l'avait entendu murmurer l'existence d'un monde où chaque contact avait un prix, ne pouvait prononcer ce mot. Il acquiesça brièvement d'un signe de tête saccadée, les yeux fixés sur les sommets lointains. La traversée sera périlleuse pendant encore quelques jours, dit-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. C'était une excuse, et ils le savaient tous les deux. Tu peux travailler pour gagner ton gîte et ton couvert. Je ne veux pas de charité dans ma maison. Un petit sourire tremblant effleura les lèvres de Clara, une fleur fragile dans le désert de son visage. Merci, Eli. Et ainsi commença une nouvelle saison dans la petite cabane près de la rivière Wynn. Ce n'était pas une saison du calendrier, mais du cœur. La rivière se retira, son rugissement s'apaisant pour devenir un murmure agréable. Mais Clara resta. Elle s'adapta au rythme de sa vie comme si elle avait toujours été là, comblant les vides dont il n'avait même pas conscience. Elle était une travailleuse infatigable. Elle prit en charge la cuisine et la cabane, qui avait toujours senti le café froid et la graisse de bacon, commença à embaumer le pain frais et le ragoût mijoté. Il rentrait après d'une longue journée passée à inspecter les clôtures et trouvait un repas chaud qui l'attendait, un petit miracle dont il ne savait pas qu'il lui manquait. Elle s'occupait du jardin avec une dévotion farouche, ses mains tirant la vie verte d'un sol récalcitrant. Elle raccommodait ses vêtements avec des poings soignés, presque invisibles, la tête penchée en concentration à la lueur du feu, le médaillon en argent caché sous son col. Leur compagnie était faite d'espaces tranquilles et de tâches partagées. Les mots étaient rares, mais un langage s'était néanmoins développé entre eux. C'était dans la façon dont il lui laissait un seau d'eau fraîche près de la porte chaque matin et dans la façon dont elle lui laissait une tasse de café chaud sur le foyer. C'était dans un regard partagé à table, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Pour la première fois depuis la guerre, Eli sentait les contours acérés de sa solitude commencer à s'adoucir. Sa présence était une chaleur douce et constante qui contrastait avec le froid persistant de ses souvenirs. Mais ce réconfort grandissant s'accompagnait d'une tension. Un fil métallique fin et tendu s'étirait d'entre eux. La cabane était trop petite pour qu'ils puissent cohabiter sans se toucher, une main effleurant la sienne lorsqu'elle lui prenait d'une assiette, leurs épaules se cognant lorsqu'ils se croisaient dans l'espace étroit près du poêle. Chaque contact accidentel était une étincelle qui allumait un feu au plus profond de lui, une chaleur lente qui le réchauffait et le faisait rougir. Il était un homme qui n'avait pas été habitué à la présence d'une femme depuis longtemps, et son corps réagissait avec une simple faim animale que son esprit condamnait. Il en était particulièrement conscient dans les moments d'inattention. Un après-midi chaud, il revint à la cabane pour boire un verre d'eau du tonneau et la vit près du ruisseau. Elle avait retroussé ses manches et se lavait les mains et les bras, laissant l'eau fraîche couler sur sa peau. La lumière du soleil filtrait à travers les peupliers, éclaboussant ses cheveux et la courbe de son cou. L'eau ruisselait sur ses avant-bras, captant la lumière comme des diamants liquides. C'était un geste simple et innocent, mais en le regardant, Eli ressentit un puissant élan de désir viscéral. Il était si intense, si inattendu qu'il lui sembla être une trahison. Il se détourna brusquement,
le cœur battant à tout rompre, honteux des pensées qui avaient surgi si facilement dans son esprit. Elle était une invitée, une survivante qu'il avait juré de protéger. Elle n'était pas à lui. Clara, quant à elle, commença à explorer la petite cabane comme s'il s'agissait d'un nouveau monde. Elle était soignée et respectueuse de ses affaires, mais sa curiosité était douce et persistante. Un après-midi pluvieux, alors que le monde extérieur n'était qu'une nappe d'eau grise, elle trouva le petit coffre en bois au pied de son lit de camp. Il n'était pas fermé à clé. À l'intérieur, sous sa chemise militaire pliée, se trouvait un paquet de lettres attachées avec un morceau de ficelle effiloché. C'étaient ses lettres de la guerre, celles qu'il avait écrites à sa famille et les quelques-unes qu'il avait reçues avant que le silence ne s'installe. Il entra, trempé par la pluie, et la trouva assise par terre. Les lettres étaient soigneusement posées sur ses genoux. Elle ne les lisait pas, elle tenait simplement le paquet, l'air pensif. « Je suis désolée, dit-elle en levant les yeux vers lui, les yeux écarquillés. Je n'aurais pas dû. Je rangeais simplement. » Il ne se mit pas en colère. Il ôta simplement son chapeau mouillé et le suspendit à un crochet, ses mouvements lents et fatigués. « Ce n'est pas grave. Elles viennent de ton frère, dit-elle doucement en touchant une lettre écrite d'une autre main. Quelques-unes. Elle regarda l'encre délavée, les lettres soigneusement formées d'un garçon qui essayait de paraître adulte. Tu as dit qu'il était mort dans un camp. C'est vrai, dit Eli d'une voix monocorde. Il commença à sécher son fusil. Cette tâche méthodique lui servait de bouclier contre les souvenirs qu'elle remuait. Tu dois ressentir, commença-t-elle, puis elle s'interrompit, ne sachant pas quel mot employer. Je ne ressens plus rien à ce sujet. Il mentait. Elle savait que c'était un mensonge. Elle leva les yeux des lettres vers son visage, une nouvelle compréhension naissant dans son regard. Elle commençait à voir la forme de sa culpabilité, la véritable source de sa solitude. Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était le lourd fardeau d'une promesse qu'il estimait avoir rompue, le poids d'être celui qui avait survécu. Elle prit l'une de ses lettres, le papier usé et ramolli au pli. « Pourrais-tu m'en lire une » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. La demande était si intime, si inattendue, qu'elle le désarma. Il voulut refuser, lui arracher la lettre des mains et la remettre dans le coffre, mais il regarda son visage où se lisait une curiosité sincère et compatissante et se rendit compte qu'il ne pouvait pas. Il prit la lettre qu'elle lui tendait, les doigts maladroits. Il s'assit lourdement sur la chaise en face d'elle et déplia le papier. Les mots qu'il avait écrits à l'âge de 20 ans le fixaient du regard. Des fantômes d'une autre vie. Sa voix était rauque lorsqu'il commença à lire. « Chère maman, commença-t-il, les mots lui semblant étrangers dans sa bouche. La marche a été difficile. Il pleut presque tous les jours et la boue est un ennemi constant. Elle aspire vos bottes si vous ne faites pas attention. La nourriture est mauvaise, mais nous nous en accommodons. » Il sauta les passages sur les combats, les descriptions crues et brutales qu'il avait essayé d'adoucir pour ménager sa mère. Il lut les passages sur l'ennui, le froid, le désir d'un lit chaud. Puis sa voix se brisa. « Je m'inquiète pour Samuel. Sa dernière lettre semblait trop audacieuse, trop avide de gloire. Il n'y a pas de gloire ici, mère, seulement du bruit et de la peur. Dis-lui de rester. Dis-lui que son frère a besoin qu'il reste à la maison et qu'il soit en sécurité. C'est toute la gloire dont j'ai besoin. » Il s'arrêta, incapable de continuer, la vieille supplication inutile lui restant en travers de la gorge. Il plia la lettre. Le silence dans la cabane était profond. Clara ne dit rien. Elle tendit simplement la main et la posa sur son bras, son toucher léger et chaleureux. Ce n'était pas un geste de pitié, mais de compréhension. Et par ce simple geste, une autre couche du mur qui entourait son cœur s'effrita. Une semaine plus tard, le temps était devenu beau et chaud. Clara avait pris confiance en elle. Sa boiterie avait presque disparu. Une légère couleur revenait sur ses joues. Elle le regardait avec son cheval, un grand cheval alezan nommé Drum, et il vit une lueur de nostalgie dans ses yeux. « Ça me manque, dit-elle un après-midi alors qu'il brossait le cheval, la sensation de s'éloigner de tout. « Tu peux le prendre si tu veux, proposa Eli, surpris de ses propres paroles. Reste juste sur le terrain plat, près de la rivière. Il est docile. » Son visage s'illumina d'une gratitude si pure qu'il en eut mal au cœur. Il l'aida à monter, ses mains enserrant sa taille un instant pendant qu'il la soulevait. Elle était légère dans ses bras, et ce contact, aussi bref fut-il, le fit frissonner.
Il recula rapidement, le visage sévère. « Fais attention », ordonna-t-il d'un ton bourru. Il la regarda s'éloigner, le dos droit, ses cheveux se détachant de leurs tresses et volant derrière elle dans le vent. Elle semblait plus jeune, plus libre qu'il ne l'avait jamais vue. Il se remit au travail, mais une partie de son esprit la suivait, un léger bourdonnement d'anxiété dont il ne pouvait se débarrasser. 1 heure plus tard, le bourdonnement se transforma en rugissement. Il était en train de fendre des bûches lorsqu'un cri terrifié de Winnie résonna soudainement en aval. C'était un tambour. Eli lâcha sa hache et courut, le cœur serré. Il enjamba la clôture et sprinta vers le bruit, son esprit envahi d'images terrifiantes. Il les trouva dans un ravin peu profond, caché de la cabane par une rangée de trembles. Drums se tenait à quelques mètres de là, tremblant, ses rênes emmêlées dans un buisson de sauge. Clara était à moitié ensevelie dans un amas de terre meuble et d'éboulis, là où le bord du ravin s'était effondré. Elle se relevait péniblement, le visage blanc de choc et couvert de poussière. « Clara !» cria-t-il, la voix rauque d'une peur dont l'intensité le choqua lui-même. Il glissa le long du talus, ses bottes faisant rouler une cascade de cailloux devant lui. Il la rejoignit en 2 enjambées, lui saisit les épaules et la redressa complètement. « Tu es blessé? Tu t'es cassé quelque chose? » demanda-t-il, passant frénétiquement ses mains sur ses bras et son dos pour vérifier qu'elle n'était pas blessée. « Non, je pense que je vais bien, » balbutia-t-elle, le corps secoué de violents tremblements. « Le sol s'est effondré, c'est tout. »« Drumshide, » dit-elle en levant les yeux vers lui, les yeux écarquillés et sombres sous le choc. « Je suis tellement désolé, Ellie. » Il n'entendit pas ses excuses. Tout ce qu'il pouvait sentir, c'était les battements frénétiques de son propre cœur. Le soulagement immense et terrifiant de la savoir en sécurité. Il n'avait pas réalisé jusqu'à cet instant à quel point l'idée de la perdre s'était enracinée en lui. Sans réfléchir, sans aucune pensée consciente, il l'attira contre lui, la serrant contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans ses cheveux poussiéreux et parfumés, ses bras formant une cage de fer autour d'elle. Il la serra fort, comme s'il pouvait physiquement lui transmettre sa propre force à son corps tremblant. Comme s'il pouvait retenir le monde des accidents et des dangers qui la menaçaient. Elle s'affaissa contre lui, ses bras enroulés autour de sa taille, le visage pressé contre sa chemise. Ils restèrent ainsi pendant un long moment. 2 survivants accrochés l'un à l'autre dans la nature sauvage du Wyoming. Il pouvait sentir chaque courbe de son corps, la douce pression de ses seins contre ses côtes, le pouls frénétique de son cou contre sa joue. Lentement, il relâcha son étreinte et posa ses mains sur son visage. Il lui releva le menton et essuya doucement la poussière sur ses joues avec ses pouces. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, sa respiration était douce et saccadée. Son regard se posa sur sa bouche. Le monde se réduisit à quelques centimètres qui les séparaient. L'air devint épais, lourd de non-dits. Il se pencha vers elle, le souffle coupé. Il allait l'embrasser. Il voulait l'embrasser plus qu'il n'avait voulu quoi que ce soit depuis très longtemps. Mais alors, il vit le regard dans ses yeux, sous le choc et le désir naissant. Il vit une lueur d'autre chose, de la gratitude et une sorte de soumission par devoir. Il vit la femme qui s'était offerte à lui la première nuit, la femme qui estimait avoir une dette envers lui, et il ne put le faire. Il s'arrêta, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Le combat qui se livrait en lui était silencieux et violent. Il ferma les yeux une seconde, puis se recula d'un mouvement brusque et décisif. Il la lâcha et fit un pas en arrière, se retournant pour attraper les rênes de Drums. Ses mains n'étaient pas tout à fait fermes. Le moment était brisé. Le lien entre eux s'était rompu. Cette nuit-là, le silence dans la cabane était différent. Il n'était plus convivial. C'était une couverture lourde et suffocante de mots non dits et de tensions non résolues. Après leur repas, Eli s'assit et fixa le feu, aiguisant un couteau avec des coups méticuleux et rageurs. Clara s'assit sur le lit de camp, le regardant, les mains serrées sur ses genoux. Finalement, elle se leva. Elle marcha jusqu'au centre de la pièce, se positionnant directement dans son champ de vision. « Regarde-moi, Eli, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Il interrompit son travail mais ne leva pas les yeux. « Qu'y a-t-il, Clara? »« Tu m'as sauvé, » dit-elle d'une voix plus forte. « Tu m'as sorti de la rivière. Tu m'as soigné quand j'avais de la fièvre. Aujourd'hui, tu es venu en courant quand tu as cru que j'étais blessé. Tu m'as sauvé encore et encore. » Elle fit un pas vers lui. « Mais tu ne m'as jamais laissé te remercier.
Il leva enfin les yeux, ses yeux orageux rencontrant les siens. Il n'y a rien à me remercier. Vraiment, le défia-t-elle. Elle se tenait devant lui, baignée par la lumière chaude et vacillante du feu. Lentement, délibérément, elle tendit la main vers les boutons de la vieille chemise militaire qu'elle portait, celle qu'il lui avait donnée. Un par un, elle les déboutonna. « Tu resteras cette fois-ci » demanda-t-elle, sa voix grave et tremblante. Elle fit glisser la chemise de ses épaules et la laissa tomber sur le sol. Elle se tenait devant lui dans sa fine chemise, sa peau brillant à la lueur du feu, ses légères cicatrices comme des gravures argentées dans son dos. Ce n'était pas une offre de paiement cette fois-ci. C'était une supplication pour être vue, pour être traitée d'égal à égal, pour être désirée pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle devait. Il se leva, son corps tendu par un désir si intense qu'il en était physiquement douloureux. Il comble la distance qui les séparait d'un seul pas. Il tendit les mains, ses mains calleuses venant insérer son visage, son toucher étonnamment doux. Il la regarda, son regard intense, inquisiteur. Il vit l'espoir, la peur et le désir se disputer dans ses yeux. Il la voulait, Dieu comme il la désirait. Mais les mots qu'il avait retenus si longtemps finirent par sortir. « Je te veux, Clara, » dit-il. Sa voix n'était qu'un murmure rauque et brisé. « Mais pas parce que tu te sens redevable envers moi. » Une seule larme parfaite s'échappa de ses yeux et traça un chemin sur sa joue. Puis une autre. Elle ne fit aucun bruit, mais ses épaules se mirent à trembler sous l'effet de sanglots silencieux et déchirants. Elle pleurait pour la honte qu'elle avait portée, pour les hommes qui avaient pris sans demander, pour la gentillesse qu'elle ne savait pas accepter. Elle finit par craquer, sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. Quand la sécheresse sévissait au Kansas, avoua-t-elle, les mots jaillirent du plus profond d'elle-même. Avant Silus, mes parents étaient partis. Il n'y avait pas de nourriture. Elle ne pouvait pas prononcer les mots, mais il comprit. Elle avait échangé la seule chose qui lui restait contre une miche de pain pour avoir une chance de voir un autre lever de soleil. La honte, pleura-t-elle. Elle ne me quittera jamais. C'est tout ce que j'ai toujours pensé valoir. Élie la serra doucement contre sa poitrine, ses bras enroulés autour de ses épaules nues. Il la tint dans ses bras pendant qu'elle pleurait, lui caressant les cheveux, laissant leur chagrin les submerger tous les deux. Quand ses sanglots se calmèrent enfin, il releva son visage vers le sien. « Cela ne te rend pas moins importante, » lui dit-il d'une voix douce, mais remplie d'une conviction aussi solide que les montagnes à l'extérieur. « Cela te rend plus courageuse que la plupart des hommes que j'ai connus. » Le matin se leva, clair et vif, la lumière baignant la cabane d'un éclat doré pâle. Élie se réveilla sur son lit de camp, bercé par l'odeur du café et les bruits discrets de Clara qui s'affairaient dans la pièce. La tension de la nuit précédente s'était dissipée comme une fièvre, laissant l'air pur et calme. Il n'avait pas dormi à ses côtés, mais avait veillé près du feu, lui laissant le lit de camp et l'espace que méritait sa confession brutale. Il s'assit et leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Il n'y avait ni honte ni peur dans son regard, seulement un calme tranquille et attentif. Il se leva et marcha vers elle, le sol en bois frais sous ses pieds nus. Il s'arrêta juste devant elle, l'espace entre eux résonnant de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui ne l'avait pas été. Il leva la main, ses doigts hésitant un instant avant de toucher doucement sa joue, son pouce effaçant la trace légère et persistante d'une larme. Elle ne broncha pas. Elle se pencha vers lui, ferma les yeux et laissa échapper un doux soupir. C'était une invitation, une acceptation. Il baissa lentement la tête, lui laissant toute possibilité de se détourner. Elle ne le fit pas. Le baiser, lorsqu'il eut lieu, n'était pas un baiser de feu et de passion. Il était aussi doux et hésitant que l'aube elle-même. Ses lèvres étaient douces contre les siennes, avec un léger goût de café et de tristesse. C'était un baiser d'une tendresse profonde et douloureuse, une conversation silencieuse entre deux âmes meurtries. Il exprimait une douleur partagée et un fragile espoir naissant. Ce n'était pas une promesse d'éternité, mais de cet instant présent, ici et maintenant. Lorsqu'il s'écarta, il posa son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'air frais du matin. Une sensation s'empara de lui, si profonde et si inconnue, qu'elle en était presque effrayante. « Clara » murmura-t-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. Elle ne répondit pas par des mots. Elle lui prit simplement la main et le conduisit vers le lit de camp.
Elle s'allongea, sa robe en calicot usé contrastant fortement avec la laine rugueuse de sa couverture, et tapota l'espace à côté d'elle. Il s'allongea à côté d'elle, le corps raide et hésitant. Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur sa poitrine, juste au-dessus des battements réguliers et lourds de son cœur. Son bras l'entoura instinctivement, la serrant contre lui. Elle était entièrement vêtue, et il ne fit aucun geste pour changer cela. Il ne s'agissait pas de désir. Il s'agissait d'un refuge. En quelques instants, sa respiration s'approfondit pour adopter le rythme lent et régulier du sommeil. Pour la première fois depuis qu'il l'avait sortie de la rivière, Clara Jensen dormait d'un sommeil profond et paisible, et insécurité dans les bras de l'homme qui avait vu sa fragilité et l'avait qualifiée de courageuse. La paix fut brisée. 2 jours plus tard, Eli revenait des hauts pâturages lorsqu'il aperçut la silhouette familière de Jed, le cowboy, qui chevauchait à toute allure vers la cabane. Il y avait dans son attitude une urgence qui mit Eli mal à l'aise. Clara était dehors, en train d'étendre ses chemises raccommodées sur la corde à linge, et elle le vide aussi. Une ombre de sa vieille peur passa sur son visage. « Des problèmes ?» demanda-t-elle alors qu'Eli venait se placer à côté d'elle. « Nous verrons bien, » répondit-il, la main posée presque inconsciemment sur la crosse usée du pistolet à sa hanche. Jed arrêta son cheval dans un nuage de poussière, le visage sombre. « Walker, madame, » dit-il en saluant Clara d'un signe de tête. « Je suis venu dès que j'ai appris que vous étiez en ville pour faire des provisions. »« Qu'as-tu appris, Jed ?» demanda Eli d'une voix basse et menaçante. « Il y a un homme à Lander qui pose des questions sur la veuve Jensen. » Jed jeta un regard nerveux à Clara. Il dit s'appeler Amos Jensen, le frère de Silas. Il raconte à qui veut l'entendre qu'elle s'est enfuie avec un coffre rempli d'argent qui lui appartenait de droit. Il est en train de semer la zizanie. Clara pâlit. Elle vacilla et Eli tendit le bras pour la stabiliser. « Amos, » murmura-t-elle. « Ce nom est une malédiction. C'est un menteur. »« Peut-être, madame, » dit Jed en tordant le bord de son chapeau entre ses mains. « Mais il est convaincant, et le shérif semble l'écouter. Amos dresse un portrait très sombre de vous. Il dit que son frère vous a recueilli alors que vous n'aviez rien et que vous l'avez remercié par des vols et des tromperies. »« Ce n'est pas vrai, » murmura Clara, la voix tremblante. « Il a l'intention de porter plainte, » conclut Jed en regardant Eli. « J'ai pensé que vous deviez le savoir. Il est en train de former une sorte de groupe avec certains des hommes à qui Silas devait de l'argent. Il parle d'aller d'abord à la ferme, puis de vérifier les cabanes isolées. » Le visage d'Eli était un masque de granit. « Merci, Jed. Vous avez bien fait de venir. »« Fais attention à toi, Walker, » dit le jeune homme, puis il fit faire demi-tour à son cheval et s'éloigna au galop, les laissant dans un nuage de poussière et d'angoisse. Clara tremblait, les yeux écarquillés, terrifiée jusqu'au plus profond d'elle-même. « Il n'abandonnera pas, Eli. Amos est un homme cruel. Il me détestait. Il disait toujours à Silas que je n'étais pas de leur niveau. »« Laisse-le parler, » dit Eli d'une voix grave. « Nous allons en ville. Nous parlerons nous-mêmes au shérif. La loi réglera cette affaire. » Sa confiance semblait creuse, mais c'était la seule chose qu'il avait à offrir. Il sella son cheval et une jument plus calme qu'il gardait pour transporter des provisions. Le trajet jusqu'à Lander fut long et tendu. Clara chevauchait près de lui. Son visage était figé, son silence pesait lourdement entre eux. Eli observait l'horizon, la main toujours près de son arme, chaque ombre représentant une menace potentielle. Lander était un ensemble chaotique de bâtiments en bois et de rues boueuses, animés par l'énergie brutale de la frontière. Le bureau du shérif était un petit bâtiment poussiéreux avec une seule fenêtre à barreaux. À l'intérieur, un homme au cou de taureau et vêtu d'un gilet taché et arborant une moustache tombante était assis derrière un bureau encombré. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son regard s'attardant sur Clara avec une expression d'appréciation non dissimulée. « Sheriff Brody » dit Eli d'une voix calme. « Je m'appelle Eli Walker. Voici Madame Clara Jensen. Nous sommes venus éclaircir un malentendu. » Le shérif Brody se cala dans son fauteuil, qui grinça en signe de protestation. Il se cura les dents avec un morceau de bois. « Jensen, dites-vous? J'ai souvent entendu ce nom. Votre beau-frère était ici il y a moins d'1 heure. Un homme bien, droit. Il m'a dit que vous aviez fui avec l'héritage de sa famille. Il ment, » dit Clara d'une voix tremblante mais claire. « L'argent n'était pas à lui. Il n'y avait pas d'héritage. Mon mari n'a laissé que des dettes. »
Ce n'est pas ce que dit Amos, répondit Brody d'un ton ennuyé. Il regarda Eli. Et vous, qui êtes-vous dans tout ça? Walker, je vous connais, l'homme tranquille de la rivière. On dirait que tu as trouvé ta voie et quelques ennuis pour aller avec. J'ai trouvé Madame Jensen presque noyée dans la Wind River, déclara Eli s'énervant. Elle fuyait pour sauver sa vie. Cet homme, Amos, utilise la loi pour la persécuter. Le shérif ricana. Persécuter ou rendre justice. Il a deux témoins, des hommes qui disent t'avoir vu mettre une lourde boîte dans tes sacoches la nuit où tu t'es enfui. Il dit que vous étiez la femme de son frère, pas son épouse, et que vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. Il se pencha en avant, le regard durci. Maintenant, quand je regarde la situation, je vois un frère en deuil qui essaie de régler les affaires de sa famille, et je vois une femme de réputation douteuse qui s'enfuit dans la nuit et s'installe avec le premier homme qu'elle trouve. Son regard se posa sur Clara, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Ce n'est pas très flatteur, madame. » Clara rougit, une vague rouge lui montant au cou. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous vous disons la vérité. »« Shérif, » dit Eli, sa voix baissant d'un ton pour devenir grave et menaçante. « Vous préférez croire un menteur cupide plutôt qu'une femme honnête. »« Je crois ce qui me semble le plus logique, » dit Brody en se levant. C'était un homme imposant et il utilisait sa taille pour intimider. Et pour l'instant, son histoire est bien plus plausible que la vôtre. Je vous conseille à Madame Jensen de vous rendre. Nous pouvons organiser un procès. Si vous êtes aussi innocente que vous le prétendez, vous n'avez rien à craindre. Il regarda Eli. Et je vous conseille, Walker, de rester en dehors de ça. Cette femme est source d'ennui. Son épée l'est toujours. Eli resta figé, la main crispée en poing à ses côtés. Il vit dans les yeux du shérif la même certitude aveugle et suffisante qu'il avait vue dans les yeux des officiers qui envoyaient des hommes mourir pour une ligne sur une carte. Il n'y avait pas de justice ici. La loi n'était qu'une arme de plus et elle était directement pointée sur Clara. Il se retourna sans un mot et attrapa Clara par le bras. « Nous partons. » Il la tira hors du bureau et la fit sortir dans le soleil brûlant de l'après-midi. Son visage était livide. Toute sa combativité avait disparu. L'espoir avec lequel ils étaient arrivés en ville s'était évanoui dans l'air poussiéreux et empreint de préjugés du bureau du shérif. « Que faisons-nous maintenant » murmura-t-elle d'une voix creuse. « Nous quittons la ville, » répondit-il, l'esprit en ébullition. « Nous ne pouvons pas retourner à la cabane. C'est là qu'ils chercheront en premier. » Ils récupérèrent leurs chevaux et quittèrent Lander. Ils ne rebroussèrent pas chemin, mais se dirigèrent vers le sud, vers les plaines désertes. À la tombée de la nuit, ils se réfugièrent dans la grange d'une ferme abandonnée, une relique effondrée et oubliée à des kilomètres de toute route principale. Ce n'était guère plus que le squelette d'un bâtiment, mais il leur offrait un abri contre le vent et un endroit où se cacher. Eli alluma un petit feu sans fumée dans un coin, les flammes repoussant l'immense obscurité écrasante de la prairie. Ils mangèrent leurs derniers biscuits en silence. Le poids de leur situation les accablait, lourd et suffocant. La loi était contre eux. Un posé était probablement à leur recherche. Ils étaient des fugitifs. Soudain, Clara se mit à pleurer. Ce n'étaient pas les sanglots étouffés et discrets qu'il avait entendus auparavant. C'était un son brut, brisé, une tempête de chagrin et de terreur qu'elle avait retenue pendant des années. Elle se recroquevilla en boule sur le sol de la hutte, le corps secoué de sanglots violents. Eli s'approcha d'elle, le cœur serré. Il posa une main sur son épaule et elle sursauta, lui tournant un visage ravagé par le désespoir. « Il avait raison, » dit-elle d'une voix étranglée. « Le shérif, il avait raison. Je ne suis rien, juste une femme de réputation douteuse. Clara, arrête. »« Non, » cria-t-elle, la voix montant, « tu ne comprends pas. Tu ne sais pas tout. » Elle s'assit, les yeux brillants d'une lueur sauvage et désespérée dans la lueur du feu. « Tu penses avoir sauvé une pauvre veuve innocente, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. » « Ce que Silas m'a fait ?» Les mots commencèrent à jaillir de sa bouche, un torrent de venin qu'elle avait retenu trop longtemps. « Il ne se contentait pas de jouer, » dit-elle, sa voix se réduisant à un murmure rauque et déchiré. Il était un monstre quand il buvait ses cicatrices. Elle toucha son propre dos. « Il m'a fait ça pour avoir brûlé le bacon, pour avoir parlé à un autre homme au magasin général, pour rien du tout. » Eli écoutait,
le visage sculpté dans la pierre, une rage meurtrière montant dans sa poitrine. Et le médaillon, sanglota-t-elle en le sortant de sa robe et en le serrant dans son poing. Mon bébé, notre fils, Thomas, il aurait eu 2 ans. Sa voix se brisa. Ce premier hiver fut si dur. Il n'y avait jamais assez à manger. J'étais faible. Silou, il s'est mis en colère un soir parce que j'étais trop fatigué, trop malade. Il m'a frappé au ventre. J'ai perdu le bébé le lendemain. Un hiver brutal. Il l'a dit à tout le monde. Mais ce n'était pas l'hiver. Ellie, c'était lui. La confession se trouvait entre eux, laide et horrible. C'était le secret le plus sombre, la source du chagrin profond et inconsolable qu'il n'avait qu'entrevu. L'argent, murmura-t-elle, la voix presque éteinte. Il y avait un peu d'argent, pas un coffre-fort, juste un petit sac en toile. De l'argent que j'avais économisé pendant des années. $1 par-ci, quelques pièces par-là, prélevées sur l'argent gagné en raccommodant les vêtements d'autres femmes. C'était ma planche de salut. C'était pour moi et Thomas, avant qu'ils ne disparaissent. Après, c'était juste pour moi. C'était tout ce qui me restait au monde. Et Amos le savait. Il le savait et il le voulait. J'allais finir par se taire. Son histoire était racontée. Elle le regarda, les yeux vides, s'attendant à voir du dégoût, du jugement, de la pitié. Et là, il resta longtemps sans parler. Il la regarda, conscient du poids immense et terrible de la vie qu'elle avait survécue. Il ne la voyait pas comme une victime, mais comme un soldat qui avait mené une guerre longue, solitaire et brutale et qui, contre toute attente, avait survécu. Il tendit la main et prit la sienne, celle qui serrait le médaillon. Ses doigts étaient glacés. Il ne dit pas « je suis désolé ». Il ne dit pas « tout ira bien ». Ces mots n'avaient aucun sens face à une telle douleur. Au lieu de cela, il leva sa main et la pressa contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Il lui fit sentir ses battements réguliers et puissants, une vie qui battait pour elle. Il se pencha vers elle, sa voix n'étant qu'un murmure grave et intense dans l'obscurité. « S'ils te veulent, Clara, » dit-il en la regardant intensément, « ils devront m'avoir aussi. » Dans ces mots, elle n'entendit pas une promesse de sauvetage. Elle entendit une déclaration d'allégeance. Il ne la sauvait pas. Il se tenait à ses côtés. Il choisissait son camp contre la loi, contre le monde. Les larmes qui lui montèrent aux yeux n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'un profond soulagement. Elle le regarda et, pour la première fois, elle ne vit pas seulement un protecteur. Elle vit un partenaire, un égal. Lentement, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce baiser était différent du premier. Il n'était pas hésitant. Il était désespéré, brut et profond, avec une fin qui n'était pas seulement celle du corps, mais aussi celle de l'âme. C'était un baiser qui disait « Je te vois, je suis là ». Il la coucha doucement dans le foin, son corps recouvrant le sien. La lumière du feu vacillait sur leur visage, plongeant le reste du monde dans l'ombre. Il commença à déboutonner sa robe, ses gestes lents, empreintes d'une révérence qui lui était totalement inconnue. Il toucha sa peau, non pas avec avidité, mais avec admiration. Il embrassa les fines cicatrices argentées sur son dos, ses lèvres comme une bombe sur les blessures laissées par la cruauté d'un autre homme. Il adorait l'autel de sa survie. Elle tremblait sous lui, une tempête de sensations et d'émotions se déchaînant en elle. Chaque caresse était une découverte, chaque baiser une réclamation. Ce n'était pas une transaction. Ce n'était pas un paiement. C'était une communion. Il ne lui prenait rien. Il la rendait à elle-même. Alors qu'il bougeait en elle, elle s'accrochait à lui, son corps se cambrant pour aller à sa rencontre. C'était un rythme lent, profond, puissant, une danse de 2 morceaux brisés s'emboîtant pour former un trou fragile et magnifique. Dans la lumière vacillante de la grange, entourée par l'obscurité et le danger, leur douleur et leur désir finirent par fusionner, forgés dans le feu de sa confession et de son dévouement, devenant quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui ressemblait incroyablement à une guérison. Elle leva les yeux vers lui, vers les profondeurs gris orageux de son regard qui reflétait son propre reflet, et un murmure s'échappa de ses lèvres, une vérité qui venait du plus profond de son être. « Tu es le seul homme », souffla-t-elle, la voix remplie d'un émerveillement qu'elle n'avait jamais connu. « Qui m'a fait me sentir vivante ?» Les conséquences de leur union dans la grange abandonnée ne furent pas un silence gêné ou des regrets,
mais une solidarité calme et profonde. Le monde extérieur était toujours une menace, mais le monde intérieur entre eux deux s'était forgé en quelque chose de fort et d'incassable dans le creuset de leur confession partagée. Alors que l'aube peignait l'air poussiéreux de nuances de gris et de rose, Eli regarda Clara. Il la regarda vraiment et ne vit pas un ensemble de blessures, mais une guerrière. « Nous ne fuyons plus, dit-il. Sa voix était grave et déterminée dans le silence du matin. Nous nous battons. Clara, qui avait passé toute sa vie à fuir, regarda l'homme à côté d'elle, le visage sombre, les yeux remplis d'une flamme protectrice qu'elle n'avait jamais connue. Et pour la première fois, l'idée de tenir bon ne lui semblait pas être le prélude à une défaite. Cela ressemblait à un retour à la maison. « Que faisons-nous » demanda-t-elle d'une voix calme. « La vérité est notre seule arme, répondit-il. Nous devons juste trouver quelqu'un qui soit prêt à l'entendre. » Ils ne retournèrent pas voir le shérif. Eli préféra se rendre dans les centres de pouvoir moins officiels de la ville. Il commença par le saloon où Silas Jensen avait trouvé la mort. L'endroit empestait la bière éventée et le désespoir. Le barman, un homme fatigué nommé Sully, dont les yeux avaient trop vu, essuyait le comptoir avec un chiffon sale. Il reconnut l'intensité silencieuse d'Eli et ne voulut pas s'en mêler. « Je ne sais rien », grogna-t-il avant même qu'Eli n'ait pu parler. Eli posa 2 $ en argent sur le comptoir collant. « Je ne suis pas la loi. Je veux juste savoir à qui Silas devait de l'argent. » Les yeux de Sully se posèrent sur les pièces. Puis, revenant au regard fixe d'Eli, il soupira. Le soupir d'un homme fatigué des problèmes des autres. Il devait de l'argent à des types à qui on ne veut pas en devoir. Fitch et ses gars, ce ne sont pas des banquiers. Walker, ils cassent des jambes pour gagner leur vie. Il se pencha vers lui et baissa la voix. Et le frère Amos, il était ici le lendemain de l'enterrement de Silas. Il a payé une tournée à tout le monde. Il n'était pas en deuil, si vous voyez ce que je veux dire. Il faisait de la fête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Cela donnait une image d'Amos non pas comme un frère lésé, mais comme un prédateur. Ensuite, Eli se rendit à la ferme voisine de la propriété des Jensen. Il trouva le fermier, un homme maigre et nerveux nommé Peterson, en train de réparer une clôture. Peterson regarda Eli comme s'il était un fantôme, les yeux rivés sur sa petite maison bien rangée. « Je vous ai vu là-bas, » dit Eli d'une voix calme, sans accusation. « Ce jour-là, avec le shérif. »« Je ne veux pas d'ennui, » balbutia Peterson en tordant un morceau de fil de fer entre ses mains rugueuses. « Les ennuis sont déjà là, » dit Eli. « Je veux juste savoir ce que vous avez vu après le départ de Mme Jensen. » Peterson déglutit bruyamment, sa pomme d'Adam bougeant. Il jeta à nouveau un coup d'œil par-dessus son épaule. « J'ai vu le frère Amos. Il est venu le lendemain avec une charrette. Il l'a chargé. Pas seulement du matériel agricole, mais aussi un fauteuil à bascule, un berceau, une boîte de couettes, des affaires de femmes. Il a tout pris. « Seriez-vous prêt à dire cela à un juge? » demanda Eli. Le visage de Peterson pâlit. « Je ne peux pas, Amos. Il a dit que si quelqu'un me posait la question, Silas lui avait vendu ses affaires avant de mourir pour régler une dette. Il a dit qu'il brûlerait ma grange si je disais autre chose. » Eli regarda le visage effrayé de l'homme dans sa petite ferme vulnérable, et il comprit. Il ne le pressa pas, mais il avait ce dont il avait besoin, une deuxième faille dans l'histoire d'Amos. Fort de ces 2 vérités, il alla voir le seul homme de la ville qui pouvait être plus puissant que le shérif. Le juge Miller était un juge itinérant, un vieil homme à la volonté de faire et aux yeux qui avaient vu le pire des hommes, tant dans les salles d'audience que sur les chambres de bataille. Son bureau, situé au-dessus du magasin général, était rempli de livres et sentait le cuir et la fumée de pipe. C'était un vétéran de Shiloh. Et quand Eli se présenta, le regard du juge s'aiguisa, reconnaissant en lui un autre survivant des campagnes sanglantes de l'Union. Il ne vit pas un vagabond. Il vit un sergent. Eli exposa l'histoire simplement et sans émotion. Il parla d'avoir sorti Clara de la rivière, du parti pris du shérif, de l'histoire du barman et de la peur du fermier. Il ne parla pas d'amour ni de tendresse. Il parla de faits et d'injustice. Le juge Miller écouta, les doigts joints sous le menton. Il avait entendu la version d'Amos racontée par le shérif, une histoire bien ficelée de vol et de trahison, mais il connaissait aussi le caractère d'homme, comme le shérif Brody, et il connaissait le caractère d'homme qui avait enduré 4 années de guerre. Cette même femme,
dit le juge d'une voix sèche et rauque. Vous mettez votre nom et votre réputation en jeu pour elle. Sergent, vous êtes certain de son innocence. Je suis certain de son courage, répondit Eli. Et je suis certain de la cupidité d'Amos Jensen. C'est tout ce qui compte ici. Le juge resta silencieux pendant un long moment. En observant Eli, il vit la conviction dans son regard inflexible. L'honneur tranquille que la guerre n'avait pas réussi à éteindre en lui. La Cour ne siégera officiellement que dans un mois, dit-il finalement. Mais compte tenu des circonstances et de la possibilité d'une action extrajudiciaire, j'accepte de réexaminer l'affaire de manière informelle. Amenez-moi Mme Jensen demain matin. En attendant, trouvez une chambre dans une pension, restez loin du saloon et évitez le shérif Brody. C'était plus qu'ils n'auraient pu espérer, une chance. Ils prirent une petite chambre propre dans la pension, tenue par une veuve sévère mais juste. Lorsqu'ils traversèrent la ville, Eli sentit les regards, les conversations s'arrêter à leur passage. Il entendit les chuchotements, aigus comme des insectes. Certains traitaient Clara de chanceuse. D'autres la regardaient avec une sorte de pitié morbide. C'était un véritable supplice. Mais Eli posa sa main sur le bas de son dos, lui apportant un soutien rassurant, et Clara, puisant sa force dans sa présence, marcha à ses côtés, la tête haute, le regard fixe, refusant de laisser leur venin l'atteindre. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient à aller voir le juge, un cri de panique retentit dans le couloir de la pension. Une jeune femme, la fille du forgeron, avait commencé le travail plusieurs semaines avant le terme. Elle avait à peine 18 ans et son mari était affolé. Le médecin de la ville se trouvait à des kilomètres de là, s'occupant d'un éleveur qui s'était cassé la jambe. La propriétaire de la pension essayait de calmer le jeune mari, le visage marqué par l'inquiétude. « Nous avons besoin de quelqu'un qui sache ce qu'il fait. » Clara s'avança depuis le seuil de leur porte. « Je peux aider, » dit-elle d'une voix calme mais claire. « Ma mère était sage-femme, elle m'a appris. » La femme regarda Clara, le regard empreint à la fois de désespoir et de méfiance, mais un autre cri de douleur provenant de la chambre la décida. Elle acquiesça et Clara se glissa à l'intérieur. Eli monta la garde à la porte, sentinelle silencieuse, éloignant les curieux. Pendant des heures, il entendit les bruits provenant de l'intérieur, le murmure grave et encourageant de la voix de Clara, les cris de douleur de la jeune femme, Mary, les ordres secs et autoritaires demandant de l'eau chaude et des linges propres, puis un nouveau son, le cri aigu et rageur d'un nouveau-né. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Clara se tenait là, les manches retroussées, le visage fatigué mais rayonnant d'une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Un garçon en bonne santé », annonça-t-elle doucement. Le mari de Mary, le visage baigné de larmes, ne put que balbutier ses remerciements. Les femmes de la ville qui s'étaient rassemblées dans le couloir, inquiètes, regardèrent Clara d'un œil nouveau. Elles ne voyaient plus la femme scandaleuse des ragots. Elles voyaient une femme compétente et compatissante, une femme qui avait calmement et habilement apporté une nouvelle vie à leur communauté. Les chuchotements n'avaient pas cessé, mais leur ton avait commencé à changer. Ils ne se rendirent jamais chez le juge ce matin-là. Alors que Clara se lavait, une agitation éclata dans la rue en contrebas. Eli regarda par la fenêtre et son sang se glaça. C'était Amos Jensen, et il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes au visage dur. Le genre d'hommes qui portaient leurs armes avec une menace désinvolte. Ils ressemblaient aux garçons de Fitch. Clara Jensen. Amos hurla depuis la rue, la voix chargée de rage et de whisky. « Tu n'as plus nulle part où aller. Sors maintenant ou nous entrons. » Eli se détourna de la fenêtre, le visage figé dans un masque sinistre. « Reste ici, » ordonna-t-il à Clara, sortant son pistolet de son étui et vérifiant qu'il était chargé. « Non !» répondit-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Avant qu'il n'ait pu protester, le bruit lourd de bottes retentit dans l'escalier. Eli poussa Clara derrière lui juste au moment où la porte de leur chambre s'ouvrait brusquement. Amos se tenait là, le visage déformé, les yeux brûlants d'une haine venimeuse. Ces 2 hommes de main se déployèrent derrière lui, les mains sur leurs pistolets. « Te voilà, » ricana Amos, les yeux fixés sur Clara. « Tu te caches derrière un autre homme. Tu viens avec moi. Tu as quelque chose qui appartient à ma famille. »« Elle ne va nulle part, » dit Eli d'une voix dangereusement calme. Ils se tenaient entre eux,
tel un mur solide et infranchissable. Son armée n'était pas dégainée, mais sa main flottait près de la crosse. « Ne t'en mêle pas, Yankee, grogna l'un des hommes de main. C'était mon affaire, cracha Amos. Elle laisse mon affaire. Il se jeta sur Clara. Eli réagit avec la rapidité d'un serpent prêt à frapper. Il repoussa Amos d'une main et sortit son pistolet de l'autre, mais il les avait sous-estimés. Le deuxième homme de main était déjà en mouvement, non pas avec un pistolet, mais avec un couteau. Alors qu'Eli se retournait, l'homme se précipita sur lui, la lame formant un arc argenté dans le couloir sombre. Eli para la première estocade, l'acier raclant le canon de son pistolet. Il abattit son lourd pistolet dans un arc brutal, frappant l'homme sur le côté de la tête. L'homme tituba, mais il était coriace. Il revint à la charge, frappant bas. Eli sentit soudain une brûlure intense dans son flanc gauche. Il grogna, poussant un cri de douleur. Alors que la lame s'enfonçait dans ses côtes, il trébucha en arrière, une tache sombre et humide se répandant déjà sur sa chemise. Clara hurla. Le monde sembla ralentir. Elle vit Eli titubant, le visage déformé par la douleur. Elle vit Amos sourire, un sourire cruel et triomphant. Elle vit l'autre homme lever son pistolet. Et à ce moment-là, quelque chose en elle se brisa. La peur, le chagrin, les années d'impuissance, tout cela s'évanouit, laissant place à une rage pure et sans mélange. Le pistolet qu'Eli avait laissé tomber cliqueta sur le plancher près de ses pieds. Sans réfléchir, sans hésiter, elle se précipita pour le ramasser. Il lui semblait lourd et étranger dans sa main. Elle le leva à deux mains, les mains tremblant violemment, et le pointa vers l'homme qui avait poignardé Eli. Il se tournait vers elle, l'air surpris. Elle appuya sur la gâchette. L'explosion fut assourdissante dans le couloir étroit. Le recul de l'arme lui fit mal aux mains. L'homme grogna, le visage profondément choqué, et se saisit l'épaule où un trou sombre était apparu. Il laissa tomber son couteau et trébucha en arrière contre le mur. Tout se figea. Amos et l'autre homme regardaient, stupéfaits, la petite femme tremblante qui tenait le pistolet fumant. Dans cet instant figé, les yeux de Clara n'étaient rivés que sur Eli. Il était appuyé contre le mur, une main pressée sur le côté, le visage pâle comme la mort. Il glissait lentement vers le sol. Elle crut qu'il était en train de mourir. L'homme qui l'avait sauvé, l'homme qui l'avait défendu, le seul homme qui l'avait jamais fait se sentir vivante, était en train de mourir devant elle. Le pistolet tomba de ses doigts engourdis. Un terrible gémissement s'échappa de sa gorge. Un son de perte absolue. Elle se précipita vers lui, glissant à genoux dans la poussière et le chaos. Elle berça sa tête sur ses genoux, ses mains venant insérer son visage, ses larmes coulant librement sur ses joues pâles. « Élie, non !» sanglota-t-elle, la voix brisée. « Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » Elle pressa son front contre le sien, son corps tremblant sous la force de son chagrin. « S'il te plaît, Élie, reste. » Le bruit de pas précipités et de cris dans la rue rompit le charme. Le shérif Brody apparut en haut des escaliers, son arme à la main, le visage empreint de confusion. Derrière lui se trouvait le juge Miller, l'air sombre et déterminé. Il avait entendu le vacarme et était venu en personne. Son regard embrassa la scène en un instant. Le mercenaire blessé, Amos terrifié, Eli gisant en sang sur le sol et la femme désemparée qui le berçait. Ses yeux, ceux d'un homme qui avait jugé des hommes toute sa vie, se posèrent sur Amos Jensen. « Ça suffit. » La voix du juge résonna, coupant court au chaos, et il pointa un doigt sévère vers Amos. « Shérif, arrêtez cet homme et ce qui reste de ses employés pour agression, intimidation d'un témoin et tout ce qui vous passe par la tête. » Malgré ses fanfaronnades, le shérif Brody savait que l'autorité du juge était absolue. Il rangea son pistolet dans son étui et s'apprêta à passer les menottes à Amos qui protestait. Mais Clara n'entendait rien. Son monde s'était réduit à l'homme dans ses bras. Elle le serrait contre elle, murmurant son nom encore et encore, ses larmes formant une prière désespérée et silencieuse. Des hommes soulevaient Eli avec précaution et le transportèrent hors du couloir, son sang laissant une traînée sombre sur le parquet. Elle les suivit, sans jamais lâcher sa main, le cœur serré par une peur glaciale. Les semaines qui suivirent furent un mélange confus de douleur et de guérison, une lente et pénible remontée vers la lumière. Lorsque le médecin arriva enfin, il déclara que le couteau n'avait touché aucun organe vital,
mais qu'il était entré profondément et que la vie d'Ellie avait été sauvée par quelques millimètres et une constitution robuste. Ils restèrent dans la pension, leur petite chambre devenant un sanctuaire et un lit de malade. Le temps n'était plus mesuré par le soleil, mais par le changement des bandages, l'administration de l'Ldinum pour soulager la douleur et le retour lent et régulier de la couleur sur le visage d'Eli. Clara ne quitta jamais son chevet. Elle était une gardienne féroce et infatigable de son rétablissement. Elle apprit à connaître le paysage de sa douleur, la façon dont une inspiration brusque signifiait que la blessure tirait, la façon dont le serrement de sa mâchoire signifiait que la fièvre montait. Elle lui lavait le visage à l'eau fraîche, lui donnait à manger à la cuillère lorsqu'il était trop faible pour lever la tête et lui lisait un exemplaire usé de Shakespeare que le juge leur avait prêté. Sa voix était un murmure apaisant dans la pièce silencieuse. Dans cette épreuve de vulnérabilité, leurs dernières barrières s'effondrèrent. Il n'était plus seulement le sauveteur fort, et elle n'était plus la victime fragile. Ils étaient simplement un homme et une femme liés par un combat commun et un amour profond et tacite. Pendant les longues nuits de calme, elle ne retournait pas dans son lit de camp séparé, posé à même le sol. Elle s'allongeait à côté de lui sur le lit étroit, présence vivante et chaleureuse contre son flanc indemne. Il sombrait dans un sommeil agité et elle restait éveillée, écoutant le rythme de sa respiration, la main posée légèrement sur sa poitrine, comme pour s'assurer que son cœur battait toujours. C'était pendant ces heures sombres que ses propres démons venaient le hanter. La guerre, qu'il avait longtemps refoulée, se déchaînait dans ses rêves fiévreux. Il criait dans son sommeil, son corps se débattait, ses mains cherchaient un fusil fantôme. Il n'était plus dans le Wyoming, il était de retour dans la boue et le sang. Le grondement des canons résonnait dans ses oreilles. Il criait des noms. Samuel surtout, sa voix chargée d'une vieille douleur jamais guérie. La première fois que cela s'est produit, Clara a été terrifiée. Mais ensuite, elle a vu l'angoisse brute sur son visage et a compris que cette blessure était bien plus profonde que celle que n'importe quel couteau aurait pu infliger. Ou elle n'a pas essayé de le réveiller. Au lieu de cela, elle s'est penchée vers lui, a approché ses lèvres de son oreille et a commencé à parler. « Tu n'es pas là, Ellie, » murmurait-elle, sa voix comme une bouée de sauvetage dans l'océan de ses souvenirs. « Tu es ici avec moi, Elander. La guerre est finie. Tu es en sécurité. » Elle lui décrivait la pièce, le motif du papier peint, la façon dont la lumière de la lune se reflétait sur le sol, le poids de la couette. Elle lui parlait de la rivière, des montagnes, de l'avenir. Elle répétait son nom, comme un mantra doux et régulier, jusqu'à ce que la tension quitte son corps et qu'il se calme, que sa respiration se régularise, que sa main trouve la sienne dans l'obscurité et s'y accroche comme si c'était la seule chose solide au monde. Elle apaisait les fantômes qui hantaient sa solitude. Sa voix était la première paix qu'il connaissait depuis une décennie. Ses forces physiques revenaient lentement. Il commença à s'asseoir puis à se lever, s'appuyant lourdement sur elle pour se soutenir. Un après-midi, il fit ses premiers pas en traînant les pieds jusqu'à la fenêtre, les bras autour de ses épaules. Ils restèrent là à regarder la rue poussiéreuse, l'agitation d'une vie qui avait continué sans eux. « Le juge a rejeté toutes les accusations portées contre vous, » dit Ellie, la voix encore faible. « Amos et ses hommes attendent leur procès pour agression. Ils seront absents pendant longtemps. »« Je sais, » dit Clara doucement. L'attitude de la ville à son égard avait subi un changement radical. L'histoire de la bagarre, associée à son rôle dans l'accouchement du fils du forgeron, avait renversé la tendance. Elle n'était plus la femme scandaleuse. Elle était la femme qui avait sauvé l'héritier du forgeron et tiré sur un homme pour protéger les siens. Dans l'Ouest, de tels actes lui valaient un respect réticent mais indéniable. Les femmes lui faisaient un signe dans la rue. Le forgeron lui-même était venu dans la chambre, une bouteille à la main, et leur avait offert tout ce dont ils avaient besoin. Sa gratitude était absolue. Eli tourna la tête, son regard croisant celui de Clara. La lumière de l'après-midi illuminait les traces de fatigue et de douleur sur son visage. Mais ses yeux étaient clairs, remplis d'une émotion brute et sans défense. Il regardait la femme qu'il avait soignée, qui s'était battue pour lui, qui avait affronté ses démons avec rien d'autre que la douce puissance de sa voix. Il vit son avenir se tenir juste à côté de lui. Et l'idée d'une vie sans elle était un vide froid et désert. Il n'avait pas de bague. Il n'avait ni richesse ni belle maison à offrir.
Il n'avait rien d'autre que la vérité simple et profonde de son cœur. « Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin, dit-il d'une voix basse et rauque. Si tu veux bien d'un cow-boy au cœur meurtri. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara, brouillant le visage de l'homme qu'elle aimait. Sa demande en mariage était à son image, simple, directe et dépourvue de toute prétention. C'était une offre de vie commune, avec toutes ses imperfections et ses blessures cicatrisées. Elle pensa à son propre passé, au fantôme qui l'accompagnait encore, le fantôme de la cruauté de son mari, le fantôme d'un enfant perdu, le fantôme d'une fille désespérée en pleine famine. Elle était aussi brisée à sa manière qu'il l'était. Elle acquiesça. D'un seul mouvement décisif, la voix brisée, elle répondit à sa demande par la sienne. « Seulement si tu acceptes une veuve avec trop de fantômes. » Il n'eut pas besoin de répondre. Il se pencha simplement vers elle et l'embrassa. Un long baiser profond d'acceptation et de promesse, là, à la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre, sous le regard du monde entier. Ils se marièrent une semaine plus tard, non pas dans une église, mais sous les branches tentaculaires d'un peuplier géant sur les rives de la Wind River, non loin de la cabane d'Eli. C'était la même rivière qui avait failli l'emporter, l'endroit où leur histoire avait commencé dans la violence et la terreur. Aujourd'hui, c'était le théâtre de leur nouveau départ. L'eau coulait claire et calme, son murmure était une douce bénédiction. Le juge Miller officia, sa présence conférant une solennité officielle à la cérémonie simple. Le forgeron et sa femme étaient leurs témoins, tenant leur nouveau-né dans leurs bras. Clara portait une robe bleu pâle qu'elle avait cousue elle-même, de la couleur d'un ciel plein d'espoir. Elle avait tressé des fleurs sauvages dans ses cheveux et ne ressemblait pas à une veuve, mais à une mariée. Lorsque le juge les déclara mari et femme, une joie profonde et tranquille s'empara d'eux. Eli lui prit la main, sa touche était chaude et assurée. Elle leva les yeux vers lui, le cœur si plein qu'il semblait prêt à éclater, et elle murmura la question qui avait défini son parcours. Mais cette fois, ce n'était pas une question de désespoir ou de marchandage. C'était une question d'amour. « Vas-tu rester maintenant? » Eli répondit en la serrant contre lui, ses bras l'enveloppant dans une étreinte féroce et protectrice qui n'avait pas besoin de mots. Il était chez lui. Ils ne restèrent pas dans la vieille cabane. Ensemble, avec l'aide du forgeron et d'autres habitants du village qui avaient appris à les respecter, ils construisirent une nouvelle maison. C'était une petite maison solide, située sur une colline surplombant la rivière, avec un porche pour regarder le coucher du soleil et une cuisine équipée avec une grande fenêtre. Ils la construisirent de leurs propres mains. Chaque bûche qu'ils posaient, chaque clou qu'ils enfonçaient, témoignait de la vie qu'ils se forgeaient ensemble. Les préjugés de la ville ne disparurent pas du jour au lendemain. Il y avait encore ceux qui chuchotaient, qui regardaient Clara avec suspicion, et Eli avec un mélange de pitié et de mépris pour s'être lié à une femme au passé trouble. Mais les chuchotements n'avaient plus le pouvoir de les briser. Ils savaient l'un l'autre, une forteresse d'amour et d'expérience partagée qui était imperméable aux pierres des ragots, leur dignité tranquille, leur dévouement inébranlable l'un envers l'autre. Lentement mais sûrement, ils ont conquis tous les cœurs, sauf les plus endurcis. Les saisons se sont succédées. Le rude hiver du Wyoming a laissé place à un printemps verdoyant et vibrant, puis aux longues journées dorées de l'été. Leur vie s'est installée dans un rythme paisible et laborieux. Ils faisaient une partie de la terre, leurs jouets étaient simples et profondes. Le succès de leur jardin, la naissance d'un veau, les soirées tranquilles passées à lire au coin du feu. Un après-midi de fin d'été, ils chevauchèrent ensemble le long de la rivière. Le même chemin qu'il avait parcouru dans le désespoir. Le même chemin qu'elle avait fui dans la terreur. Maintenant, ils chevauchaient lentement, leurs chevaux côte à côte. Un rire léger et facile passa entre eux. Un son qui leur était autrefois étranger à tous les deux. La lumière du soleil, basse et dorée, scintillait à travers les feuilles des peupliers, peignant le monde dans des teintes de paix et de contentement. Alors qu'ils chevauchaient, la main de Clara glissa de ses rênes et trouva la sienne. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. Un simple geste inconscient d'appartenance. Il la regarda, son visage qui n'était plus hanté par la peur, mais adouci par l'amour et illuminé par un sourire sincère et radieux. Et à ce moment-là, il lui rendit son sourire. C'était un sourire rare et sincère
qui atteignait ses yeux orageux et transformait son visage buriné, effaçant les dernières ombres de la guerre, du chagrin, de la solitude. Son sourire disait tout. La douleur qu'ils avaient tous deux portée pendant si longtemps, le lourd fardeau de leur passé n'avait pas disparu. Les fantômes étaient toujours là. Les cicatrices demeuraient, mais désormais la douleur reposait tranquillement entre eux, contenue dans l'espace de leur amour partagé, et n'était plus un poids à porter seul. Merci d'avoir écouté notre histoire. Nous aimerions que vous nous indiquiez d'où vous nous écoutez afin que nous puissions tous entrer en contact. Abonnez-vous à notre chaîne From Wild West et partagez vos impressions avec nous en anglais.